Merci à tous d'être présents ici ce soir pour la continuité de ce cycle sur les insectes et l'homme. L'effet du changement climatique pour ce soir. Alors évidemment, effet du changement climatique sur les insectes en 30 minutes, c'est clairement trop prétentieux. Donc l'idée n'est pas de vous montrer un inventaire des multiples effets possibles. Je vais aborder justement les principaux effets qu'il peut y avoir, mais surtout, mon objectif pour ce soir, c'est de vous amener à un questionnement de comment un insecte qui est très petit par définition va percevoir quelque chose que l'on quantifie à une échelle particulièrement globale sur des décennies, sur l'échelle du globe. Il y a un delta d'échelle spatiale qui est très clairement important à ce niveau-là. Tout d'abord, les insectes, ça a déjà été un peu évoqué, mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse un peu aux insectes ? Eh bien, de par leur rôle particulièrement clé dans le monde du vivant. Et les insectes, le groupe des insectes, c'est vraiment le couteau suisse un peu du vivant. Alors, désolé, avec la luminosité, ça ne se voit pas très bien, mais évidemment, vous connaissez tous les insectes pollinisateurs, ces insectes qui bénéficient le monde du végétal en pollinisant les plantes et bénéficiant donc la reproduction. On a également, et c'est ce que l'on voit plutôt ici à droite, l'importance, le rôle clé de ces insectes dans les chaînes alimentaires. Ouais. Oui, bonsoir. Oui, ouais, mais c'est pour la captation après, ils n'ont pas assez de lumière. Donc, là, vous avez celle-là, c'est pour là, celle-là, c'est celle-là, n'importe pas là. Ah ouais, mais là, bah, c'est avec l'autre monsieur qu'il faut... Il est où, le monsieur vous baissez un peu la luminosité, vous voyez, quand vous restez appuyé. Bah, je veux bien, mais il m'expliquait qu'il n'avait plus de lumière après pour la captation d'image. Mais moi, je m'en fiche. Hein, mais... ouais. Bah, comme ça, c'est très bien. C'est déjà mieux là. Hein, oui. Voilà, ouais, ok. On va faire comme ça. La pollinisation, donc, vraiment une fonction importante que les insectes apportent pour le monde du vivant et on va le voir aussi pour l'homme. L'aspect aussi central de ces insectes dans les chaînes alimentaires, ce qu'on appelle les systèmes trophiques, les relations multitrophiques. Tantôt l'insecte est un prédateur. Ici on voit une libellule qui adore se nourrir aussi sur les moustiques. Et cette même libellule peut être aussi la proie pour l'étage situé au-dessus dans la chaîne alimentaire, donc les oiseaux en l'occurrence. Ce qui est intéressant, c'est que l'homme a exploité ces différentes fonctions, la pollinisation, pour augmenter la production agricole, par exemple, et avec les abeilles domestiques notamment, mais aussi a su exploiter cette fonction de prédation avec justement ces fonctions de contrôle biologique, avec ces prédateurs que l'on utilise pour contrôler les ravageurs de culture. On a su aussi quelque part exploiter cette fonction un peu de nutrition en nous nourrissant nous-mêmes, et Isabelle adore ça, malgré ce qu'elle peut dire, en se nourrissant nous-mêmes sur les insectes. Donc on a vraiment là un couteau suisse qui est central dans le monde du vivant, mais également important pour l'homme lui-même, qui a besoin de ces différentes fonctions. Et pourtant, le monde du vivant peut se visualiser un peu comme ça, avec une structure qui, pris dans sa globalité, n'a pas une forme facile à décrire, avec des multiples piliers, où on suspecte qu'en enlevant un seul pilier, on pourrait très bien fragiliser l'ensemble de cet édifice. Et le monde du vivant, c'est un peu ça. C'est un édifice très compliqué, très complexe, avec de nombreux liens dans tous les sens, multiples étages qui peuvent aller très très haut et qui... en prime abord, semble assez précaire, un équilibre assez précaire, vulnérable. Et ça, c'est quand on regarde le monde du vivant dans sa globalité. L'objectif de ce soir, c'est un peu de vous montrer effectivement qu'on est capable de décrire l'impact du changement climatique de façon globale sur l'univers des insectes, mais qu'on est loin de tout comprendre et qu'on a peut-être besoin de se positionner à des échelles beaucoup plus faibles, par exemple à l'échelle d'une feuille, pour essayer de mieux comprendre les mécanismes qui sont en jeu dans comment le changement climatique, à une échelle globale, influence ces insectes.
Alors déjà, le changement climatique, alors là, je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, ce n'est pas du tout l'idée du topo, mais voilà, ce changement climatique, il vient apporter son grain de sel dans cet édifice, a priori dans un équilibre un peu précaire. Donc là, vous avez des graphiques que l'on voit très classiquement, où au fil de temps, depuis les années 1860-80, on voit une augmentation graduelle, continuelle de la température. Les différentes révolutions industrielles sont des moments clés, des moments d'inflexion dans ces montées de température. Ici, sur l'axe des Y, vous avez les anomalies de température. Aujourd'hui, on approche du +1, voire dépassé dans certaines zones géographiques, et les prédictions pour le futur ne sont pas forcément plus glorieuses. Là aussi, c'est un grand classique en termes de changement climatique, où on voit en noir le passé jusqu'au 2000, et puis les prédictions des différents modèles, les différents scénarios qui, eux, dépendent des émissions de gaz à effet de serre de l'homme, donc de son activité économique. On est capable de modéliser au jour d'aujourd'hui, les climatologues en tout cas, sont capables de modéliser au jour d'aujourd'hui que va être le climat futur en fonction de notre propre comportement d'un point de vue économique. Le scénario du pire, forcément, c'est le rouge, qui nous fait amener à des anomalies de température qui sont un ordre de grandeur complètement ahurissant par rapport à ce qu'on connaît déjà aujourd'hui. Et le fait est qu'on se dirige dans ce scénario-là, évidemment. Là, on nous parle, on a une donnée, température à l'échelle du globe. +1 degré à l'échelle du globe. Même le cerveau humain, il a du mal à s'imager, à comprendre ce que ça implique, ce que ça veut dire. On a besoin d'aller un peu plus loin dans les échelles spatiales, et notamment dans des échelles qu'on peut visualiser, qu'on peut comprendre, à l'échelle d'une région, par exemple. Et là, les climatologues, encore, sont très forts. Ils sont capables de modéliser ce climat et ce changement climatique à des échelles toujours plus faibles, jusqu'à l'échelle régionale. C'est ce qu'on appelle les modèles de changement, donc c'est de changement régional, changement climatique régional, où on est capable, notamment, c'est Météo France, il a des modules capables de prédire les anomalies de température jusqu'à 2100 pour la région centre, pour les régions voisines, etc. Donc quels sont les impacts un petit peu, les grands processus via lesquels le changement climatique impacte nos insectes? On a 3 grandes fonctions, ces 3 grands processus. Ces 3 processus que je vais un petit peu illustrer là, il y en a d'autres évidemment, mais là c'est les 3 principaux qui se développent donc à des échelles globales, encore une fois. Le premier effet documenté sur l'impact du réchauffement sur les insectes, c'est la modification des aires de distribution à l'échelle biogéographique de ces insectes. Ça, c'est documenté pour un grand nombre d'espèces à travers tous les taxons, plantes et animales, et même microbes, et sur l'ensemble du globe. Là, simplement, une mise au jour, à la lumière pour ce soir, d'une étude qui s'est focalisée sur ce qui se passe en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, donc, il y a une communauté naturaliste qui est très forte, en nombre, et surtout très active. Et donc, on a de nombreuses études qui sont dérivées de ce qui se passe en Angleterre. Et ce qui se passe, eh bien, c'est ce que vous avez sur ce graphe, en fait, où pour de multiples espèces, 85 espèces d'araignées, 29 espèces de papillons, 59 espèces de carabes, et puis 22 espèces de sauterelles, où l'on voit le glissement, alors vous ne voyez pas les chiffres forcément, mais où on voit le glissement en nombre de kilomètres de l'aire de répartition de ces espèces vers le nord. C'est illustré un petit peu par ce graphe-là. Il y a 25 ans, nous avions une limite de répartition pour l'espèce lambda située ici sur le trait bleu. Et 25 ans plus tard, on voit la limite de répartition augmenter vers le nord d'un certain nombre de kilomètres. Les barres noires que vous avez ici vous montrent le pourcentage d'espèces qui se sont déplacées pour le nombre de kilomètres qui est indiqué ici en dessous et que, évidemment, vous ne voyez pas. Mais en moyenne, ce qu'on peut voir, c'est la flèche rouge ici. C'est que pour les carabes, on a sur 25 ans un déplacement de l'ordre de 60 km vers le nord de ces aires de répartition. C'est du même ordre de grandeur pour les araignées. Pour les papillons, c'est un peu plus faible, et les sauterelles également, on est un peu en dessous des 50 km. Bon, 50 km vers le nord, ok. Ce qui est important ici, et c'est souvent un peu ce qui est oublié, c'est de voir la variabilité des réponses. Vous voyez que toutes mes espèces ne sont pas focalisées sur uniquement la valeur moyenne ici. Il y a même des espèces où, là on est dans le négatif, il
Il y a même des espèces pour lesquelles, finalement, la limite nord de répartition a diminué et est allée vers le sud, ce qui est complètement en opposition avec les prédictions qu'on pourrait avoir de ces zones qui se réchauffent et qui deviennent plus favorables pour héberger ces espèces. Cette variabilité, elle est très importante et les mécanismes sous-jacents, c'est notamment que la physiologie, l'écologie de ces espèces est très différente, les besoins sont différents et donc les réponses à ce réchauffement sont également assez différentes. On va voir plus loin un autre mécanisme possible. Un deuxième, dans cette même catégorie de glissement des aires de distribution, là on a vu en fonction de la latitude, mais le réchauffement se joue aussi à des échelles d'altitude. Et on sait que le réchauffement est beaucoup plus rapide en altitude, au sommet des montagnes, ce qui pose des gros problèmes pour les glaciers, vous le savez, on l'a déjà entendu. Et de la même manière, eh bien, ce qu'on a ici sur ce graphique, c'est le glissement en mètres par décennie vers le sommet des montagnes, donc vers l'altitude, pour différents taxons. Alors c'est en anglais, mais ce qui est important, c'est que de voir que les différents taxons, les oiseaux ici en bas, les plantes alpines, donc tout ça, ça se passe dans les Alpes, les amphibiens, les champignons, etc., répondent tous de manière un peu différente. Et qu'est-ce qu'on voit tout en haut? Ce sont les insectes. Les insectes qui sont capables de suivre de façon peut-être la plus importante par rapport aux autres, de suivre l'amplitude, la vitesse, la dynamique de ce réchauffement en altitude. Avec un glissement donc, qui va jusqu'à à peu près 40 mètres par décennie de gagner vers le nord. Évidemment, encore une fois, avec de la variabilité d'une espèce à une autre. Le deuxième grand processus, c'est les extinctions en chaîne des insectes. Alors l'Armageddon des insectes, l'apocalypse des insectes, vous en avez entendu parler, ça a été pas mal documenté, relayé dans la presse ces quelques dernières années. Donc je ne vais pas m'étaler ici à ce niveau-là, mais simplement des chiffres très imposants, très marquants. Le papillon monarque qui voit son abondance chuter de 90% sur ces 3 dernières décennies. L'entomofaune allemande qui chute, elle, de 75%. Et on a une moyenne globale à l'échelle du globe, une chute pour les insectes de 45%. Il y a des débats sur ces études scientifiques. Certaines font plus débat que d'autres parce que la méthode n'est pas forcément la plus adaptée. Mais lorsque l'on combine toutes ces études ensemble, on voit bien que la dynamique est plutôt sur une baisse assez prononcée. Un troisième effet que je voudrais mettre en exergue ici, c'est la désynchronisation entre les insectes et les autres organismes vivants avec lesquels ils interagissent. Et notamment, à ce niveau-là, ce qui est particulièrement décrit, c'est l'interaction entre les insectes et les plantes. Le réchauffement climatique, et notamment ce qui se passe dans la partie hivernale, implique une désynchronisation dans le sens où, au printemps, lorsque le printemps arrive de nouveau, les plantes vont potentiellement bourgeonner, fleurir plus tôt dans l'année ou plus tard. On a les deux situations suivant les particularités des espèces. Et les insectes qui se nourrissent de ces plantes vont eux aussi avoir une émergence modifiée, mais pas de la même amplitude nécessairement par rapport à la plante. Alors ce qu'on voit sur ce graphe, c'est de la même manière que précédemment, c'est le glissement en jours par décennie de ces différents taxons. On voit à nouveau les oiseaux tout en haut qui réagissent pas forcément énormément à cette situation. Et puis à nouveau, tout en bas, on voit les insectes qui, eux, sont parmi ceux qui répondent le plus en termes de glissement en jours, l'avancement du printemps par décennie. On est à 5, 6, 7 jours de gagner par décennie sur l'émergence au niveau du printemps. Pour bien comprendre cette synchronisation ou désynchronisation, un exemple qui est particulièrement bien documenté, c'est la relation entre les insectes, les différentes chenilles qui se nourrissent du chêne, de la feuille du chêne, l'arbre en forêt, et puis les différents prédateurs de ces chenilles et même les prédateurs de ces prédateurs. Là, vous voyez très mal encore une fois, je suis désolé pour ça, mais vous voyez sur ces graphes, en fait, c'est des points d'observation du jour de l'année auquel on commence à voir apparaître les bourgeons du chêne. Ce qui est particulier chez le chêne, c'est que c'est l'une des rares plantes finalement qui ne répond pas forcément bien au changement climatique et son avancée n'est pas forcément identifiée au printemps. Donc on a une date
d'émergence de ces bourgeons de feuilles qui restent assez constantes au fil des décennies. À l'inverse, l'étage, alors là c'est en dessous, mais en fait d'un point de vue trophique c'est au-dessus, on a ces différentes chenilles qui apparaissent toujours plus tôt dans l'année, avec une date d'explosion donc du nombre de chenilles qui apparaît toujours plus tôt au fil des décennies. Et les oiseaux qui se nourrissent de ces chenilles, et là c'est important puisque ce qui se passe, c'est que ces mésanges, différentes mésanges notamment, ont besoin d'être exactement au moment du pic d'émergence de toutes ces chenilles pour pouvoir nourrir en quantité suffisante tous leurs petits. Donc il y a besoin d'une synchronisation à ce niveau-là. Et ce qui se passe, c'est que autant les chenilles apparaissent toujours plus tôt dans l'année au printemps, autant les oisillons de ces différentes mésanges éclosent de leur œuf, effectivement un peu plus tôt au niveau du printemps, mais beaucoup moins vite que les différentes chenilles. Et puis si on continue encore dans la chaîne trophique, dans la chaîne alimentaire, on a l'épervier qui se nourrit de ces différentes mésanges et qui a la même problématique que les mésanges, c'est-à-dire faire en sorte que la nourriture soit abondante au moment où les oisillons ont besoin le plus de nourriture. Et là, c'est la même chose, c'est que l'épervier, lui, ne change pas sa phénologie, finalement, tandis que les mésanges, eux, changent leur phénologie, ce qui peut faire apparaître des problématiques en termes de nutrition pour ces espèces. Tout ça, c'est une vision très globale des choses. Ce que j'ai dit en entrée, c'est qu'on a besoin de bien comprendre ce qui se passe à l'échelle qui est pertinente pour ces différents insectes. Et un insecte, c'est petit par définition. On a besoin d'aller voir comment il ressent ce changement climatique à sa propre échelle, à sa petite échelle de vie. Un insecte peut vivre 20 jours, 30 jours, suivant les espèces, et à sa petite échelle spatiale, suivant où il vit. Donc on est peut-être capable, comme je disais, Météo France est capable de redescendre à des résolutions spatiales assez fortes, mais on a besoin d'aller à une résolution spatiale encore plus importante. Et là, il faut vraiment aller creuser dans nos jardins. Donc ça, c'est pour la petite blague, où on voit effectivement la réduction de la taille de nos maillots de bain ou de nos slips, plutôt, au fil des décennies en fonction du changement climatique. Et en fait, c'est conceptuellement la même chose pour nos insectes. Certes, on est capable de décrire ce qui se passe à des échelles globales, mais on sait que au sein des échelles régionales, on a des variations de climat, de microclimat, et c'est ça qui va être le point clé ce soir, c'est ces variations microclimatiques que l'on observe au sein des échelles régionales, voire même au sein des échelles locales, par exemple la canopée d'un seul arbre, où là, les espèces qui vont être spécialisées plutôt sur la partie haute du feuillage vont être dans des microclimats bien différents d'un point de vue température, humidité, par rapport à tous ces insectes qui vivent à la surface de la litière, qui sont dans des milieux plutôt tamponnés. Alors qu'est-ce que c'est que ces microclimats exactement? Et surtout, pour tous ces très petits insectes qui vivent à la surface des éléments du paysage, là, vous avez une image infrarouge prise à un instant donné dans un paysage en plein milieu de l'hiver. Les chiffres que vous voyez vous donnent les températures des différentes surfaces dans ces éléments du paysage. Par exemple, au milieu de la journée, on est en plein hiver. Vous voyez, il y a du sol ici qui est toujours à l'ombre, qui est toujours gelé, parce que la nuit précédente, il a fait très froid. On est à moins 2 degrés. Et pourtant, les zones qui sont exposées aux radiations solaires, et notamment la partie ici du tronc de cet arbre, cette vieille souche ou bien la litière qui est autour de cette souche, montrent des températures de 45 degrés, 48 degrés, 35 degrés. Donc des températures qui n'ont rien à voir effectivement avec ce qu'on a l'habitude d'entendre pour l'hiver. Ça, ce sont des températures de surface, et ce sont ces températures-là que ces très petits insectes subissent, expérimentent au jour le jour. Alors ces températures de surface, on commence seulement à s'y intéresser dans ce contexte de vulnérabilité des insectes au changement climatique. Mais avant cela, il y a eu pas mal d'études de fait sur cette échelle locale, le microclimat local. La plus parlante, c'est l'effet bénéfique du couvert forestier, donc le sous-bois forestier, qui joue un rôle de tampon important pour les communautés de plantes, mais aussi d'insectes,
puisque la canopée dans la partie supérieure de la verticalité de la forêt joue le rôle de bouclier protecteur en empêchant les radiations du soleil de rentrer dans la canopée et joue un rôle de tampon véritablement des températures extrêmes que l'on peut avoir durant les vagues de chaleur durant l'été par exemple. Il a été démontré que ce microclimat forestier est très important pour les plantes notamment, en démontrant que des communautés de plantes qui ne sont pas particulièrement adaptées à des températures élevées sont capables de se maintenir grâce à ce tampon exercé par la forêt. Le problème, il est que nos forêts sont périssantes, nos forêts ont un état sanitaire qui se dégrade de décennie en décennie, et l'ouverture des canopées en haut, au sommet des arbres, fait que les radiations du soleil commencent à pénétrer ces couverts forestiers et détruisent, annihilent totalement cet effet tampon protecteur. Et les communautés végétales, on le sait maintenant, spécialisées de sous-bois, souffrent énormément de cette problématique. Mais nos insectes sont encore plus petits que ces plantes en sous-bois. On se rapproche des surfaces. Et là, je vais aborder maintenant les travaux que l'on réalise à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte pour comprendre à quel point ce microclimat de surface peut être un refuge ou au contraire exposer encore plus ces insectes à des conditions extrêmes. Il faut savoir que ces insectes qui vivent à la surface des feuilles sont dans des microclimats particuliers, puisque ces feuilles d'arbres, lorsqu'elles reçoivent des radiations solaires, chauffent. On peut avoir, par exemple ici, c'est sur le cas du pommier, les feuilles du pommier qui montent jusqu'à 10-15 degrés au-dessus de la température de l'air durant la journée. Et ça, évidemment, en termes d'impact de changement climatique, ça nous pose beaucoup de questions. À quel point ce microclimat foliaire fait que ces insectes, au contraire, sont renforcés pour subir des températures extrêmes et on peut prédire une vulnérabilité plus faible au changement climatique, ou au contraire, est-ce que ce microclimat positionne ces insectes déjà proches de leur seuil de température létale? Je vais exemplifier un petit peu cet aspect-là via une étude réalisée sur ce modèle biologique particulier qui est important pour nous au laboratoire, c'est la mineuse du pommier. Donc c'est un insecte, c'est un micro-lépidoptère, un micro-papillon. L'adulte, il fait tout juste 3 mm de long. La femelle pond un œuf à la surface de la feuille du pommier, et de cet œuf sort une petite chenille qui va rentrer immédiatement au sein des tissus de la feuille du pommier. C'est ce qu'on appelle donc une mineuse. Elle va créer une galerie, une mine à l'intérieur de la feuille du pommier. Et ici, plus loin dans le développement, vous voyez au 4e stade larvaire, au 5e stade larvaire, la chenille grossit, grossit, grossit. Et ce faisant, elle se nourrit donc de tissus photosynthétiques, de zones vertes dans la feuille. Et ce faisant, elle crée cette mine ici, cette galerie. Donc ça fait un petit patch de 1 cm², c'est pas très gros, avec ces zones blanches et ces zones vertes à l'intérieur de la mine. Plus tard, on a la chrysalide qui se forme au sein de la galerie, dans la mine, et puis à l'émergence, l'adulte quitte cette mine. Au laboratoire, ce qu'on a cherché à faire, à mesurer, à prédire, à modéliser, c'est quelle est la température dans cette petite mine, aussi petite soit-elle. Et ce qu'on a découvert, c'est que cette petite mine, il y a un petit micro-effet de serre qui fait que la température au sein de la mine peut monter à 10-15 degrés au-dessus de la température de l'air. Donc on a une chenille qui est très petite, qui pourtant vit dans un microclimat très différent de ce qui se passe dans l'atmosphère. Ici, par exemple, vous avez la température dans la mine sur cet axe ici, puis les radiations ici. Alors évidemment, quand on augmente les radiations, on augmente la température dans cette galerie. Mais vous voyez que la température n'augmente pas de la même manière que l'on soit au stade œuf ou dans les premiers stades larvaires, ou bien quand la chenille est âgée ou en chrysalide. En parallèle de ça, ce qu'on sait, c'est que les différents stades de développement de cette chenille ne vont pas tolérer de la même manière les hautes températures. Et notamment, les œufs et les jeunes stades larvaires commencent à mourir à 38 degrés. Les vieux stades larvaires, entre guillemets, commencent à mourir à 42 degrés et à 45 degrés pour la chrysalide. Donc là, on a un système où le microclimat devient de plus en plus chaud au fur et à mesure que la larve se développe, devient vieille, et en même temps, elle devient de plus en plus tolérante à la température. On s'est posé la question à ce stade, mais alors quel est le stade larvaire le plus vulnérable au changement climatique? D'un autre côté, les œufs et les jeunes larves sont moins résistantes à la chaleur. On serait tenté de dire que c'est ces stades-là qui sont les plus vulnérables, mais d'un autre côté, le stade nymphal, le stade de chrysalide, vit déjà dans un microclimat particulièrement chaud,
par rapport aux autres stades, et peut-être que ce microclimat amène ce stade chrysalide beaucoup plus proche de ces seuils de tolérance. On a cherché donc à évaluer cette vulnérabilité, et sans aller forcément dans les détails, mais sur ce graphique, vous avez la vulnérabilité qui est estimée un peu comme marge de sécurité thermique durant les vagues de chaleur, en fonction de la température dans l'atmosphère. Et avec un travail de modélisation, lorsqu'on combine à la fois ce microclimat toujours plus chaud au sein de la mine et le seuil de tolérance à la température toujours plus élevé pour la chenille, on remarque que l'ensemble de nos stades larvaires sont vulnérables de la même manière, c'est-à-dire que tous les stades larvaires, à partir de 31 degrés dans l'atmosphère, durant donc, ces périodes de vagues de chaleur, exposés aux radiations solaires, eh bien, tous ces stades larvaires sont vulnérables de la même manière et vont sombrer dans cette zone de stress thermique ici en grisé, exactement au même moment en fonction des conditions atmosphériques. Donc là, on a un exemple typique d'insectes qui sont adaptés à leur microclimat, mais cette fois-ci, au contraire des plantes dans le microclimat forestier, eh bien, ce microclimat à la surface des feuilles peut exposer ces insectes à des conditions particulièrement périlleuses, et on a une vulnérabilité désormais qui est affinée, estimée à être beaucoup plus basse que ce qu'on prévoyait à partir de la température de l'air. Donc j'arrive un petit peu au bout. Ce qu'il faut retenir vraiment de ce que je voulais vous présenter là aujourd'hui, et ça se résume en fait en une phrase d'un Américain qui a commenté quelques-unes de nos études, c'est que on voit un monde qui change globalement, mais les insectes, eux, vont agir localement, voire micro-localement, pour survivre et pour se maintenir. Et donc, il y a une dualité ici dans cette phrase que je trouve intéressante, c'est qu'on décrit quelque chose de global, on essaye de voir quelle est la réponse du vivant à cette échelle globale, mais on a besoin de comprendre ce qui se passe au niveau de l'échelle réellement de vie de l'insecte pour vraiment comprendre les mécanismes en jeu. Et il y a 3 piliers par rapport à ça à bien garder à l'esprit, c'est que ce problème d'échelle, et cette échelle du centimètre, elle est importante pour les insectes, évidemment. Ce n'est pas le cas forcément pour tous les organismes, heureusement, sinon ça deviendrait très compliqué. Mais cette échelle du centimètre est importante et on a besoin de la connecter avec ce qui se passe à une échelle globale. Un deuxième pilier, c'est d'un point de vue mécanistique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de comprendre les mécanismes? On a besoin de mieux comprendre le système, la réponse de ce système au changement climatique, pour mieux anticiper et mieux prédire ce qui va se passer dans les décennies à venir. Et ça, c'est important à cause ou grâce, suivant comment, les différentes fonctions de l'insecte pour le vivant et pour l'homme que l'on a exploitées depuis maintenant quelques siècles. Et pourtant, ces mécanismes, lorsqu'on est focalisé sur ces aspects microclimatiques, eh bien, on peut avoir des effets particulièrement subtils qui sont difficiles à décrire, difficiles à mesurer, à suivre, à cause de cette échelle très petite. Et il y a un troisième point, et là c'est un point d'interrogation encore aujourd'hui, c'est quelle va être l'amplitude de ces réchauffements microclimatiques. Et c'est bien cette amplitude-là du microclimat qui est pertinente pour notre insecte. Et on a déjà du mal à bien identifier comment se dirige l'amplitude du réchauffement à l'échelle globale. Donc on est encore loin de répondre à cette question du réchauffement microclimatique. Voilà, et je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Sylvain pour cet exposé, puis merci beaucoup d'avoir respecté le temps qui t'était imparti, c'est pas toujours le cas, merci. Alors, moi j'ai quand même été super impressionnée par cette grande variabilité de température, j'ai même eu l'outrecuidance de me dire mais il s'est planté sur ces écarts de température, il peut pas faire 48 degrés, il fait qu'il fait 11 degrés dehors. Bon bref. Déjà, peut-être avant d'anticiper les questions qu'il va y avoir dans la salle, tu nous as parlé de ces insectes et de ceux qui sont à la surface des plantes. Alors on a l'impression quand même qu'à la surface des plantes, peut-être ça modère certaines températures, mais on voit que les relations ne sont absolument pas linéaires, ni quoi ni qu'est-ce. Mais moi, ce que je voulais demander, c'est aussi parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais tu nous as beaucoup parlé de l'effet de la température sur les insectes, mais de la température plus ou moins atmosphérique. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la ressource en eau et de ces insectes qui sont dans l'eau, sachant que la température de l'eau, elle varie, qu'elle a une autre inertie que celle de l'air? Est-ce que ça va être encore comme, alors je ne veux pas, les glaciations, tout ça, mais est-ce que ça va être une valeur refuge, l'eau, pour certains? Est-ce qu'on voit déjà des choses? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Il y a deux éléments à apporter à ça, parce que je vois que tu penses à l'eau comme habitat, donc les étangs, les mares, les rivières, etc. Mais c'est vrai qu'avant cela, il y a aussi la problématique de l'eau également pour ces organismes que j'ai présentés là, pour tous ces insectes terrestres. C'est vrai que j'ai parlé que d'insectes terrestres, puisque notamment ces insectes qui vivent au contact des surfaces du végétal, le végétal lui-même répond à l'environnement, répond au changement climatique. Et l'eau, évidemment, c'est un gros pilier de ce changement global. Les précipitations sont bouleversées à l'échelle globale, encore une fois. Et le scénario du pire, en fait, pour nos insectes, c'est quand le réchauffement va être concomitant avec une ressource en eau qui va s'appauvrir. Quand l'eau devient moins abondante dans l'environnement, que font les plantes, eh bien, elles se ferment complètement. Elles évitent d'évapotranspirer, elles ferment, c'est ce qu'on appelle les stomates, ces petits pores microscopiques à la surface des feuilles qui servent à la plante d'évapotranspirer. Et lorsque on empêche l'évapotranspiration, eh bien là, on a une montée en flèche des températures de surface, et donc on va exposer nos insectes à des températures encore plus élevées que ce qu'on prédit jusqu'à présent. Et c'est pourquoi le tronc d'arbre est à 48 degrés lorsqu'il fait 11 degrés dans l'air. Le tronc d'un arbre, c'est une surface sèche, ce n'est pas une surface qui est humide, et ça contribue à avoir des températures aussi élevées, quoi. D'accord. Et deuxième élément par rapport aux insectes aquatiques cette fois, se pose la question, effectivement, ces environnements aquatiques, ces mares, ces étangs, ces fleuves, il y a une inertie thermique due à cette masse d'eau, et forcément le réchauffement des eaux intracontinentales est beaucoup moins rapide et avec une amplitude moindre que dans l'écosystème terrestre. Mais en vis-à-vis, il faut mettre ça aussi, la physiologie des insectes. Et là, il y a un problème, c'est que les insectes aquatiques, certes, peuvent résister à des températures relativement élevées, si je résume de façon très globale. Mais le problème, c'est qu'en augmentant la température des eaux, on diminue la quantité d'oxygène dissous, en tout cas qui est captable pour nos insectes. Et lorsqu'un insecte est en condition hypoxique par rapport à l'oxygène, donc moins d'oxygène disponible, et ben, sa tolérance à la température s'effondre littéralement. Donc là, c'est le double effet qui se coule, mais pas dans le bon sens du tout, quoi. Ah ben moi qui pensais que ce serait plus simple dans l'eau, bon. On va peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour la période des questions, remettre un peu de lumière. On peut faire ça ? Non, là, c'est plus du tout. C'est raté. Ah ben c'est pareil. On n'est pas au poil pour la lumière. Bon. J'ai 3 boutons. Je ne vais pas monopoliser avec les questions parce que il doit y en avoir quand même dans la salle. Donc je vais passer parmi vous. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? J'arrive. Je ne cours pas trop non plus parce que je pourrais glisser. Bonsoir. Bonsoir. Comme ça. En fait, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a un risque, parce que vous dites, à chaque cycle, par exemple, les chenilles avec les mésanges qui mangent les chenilles, etc., c'est par cycle et ça va continuer à être, entre guillemets, la merde au fur et à mesure. Et est-ce qu'il y a un risque que vraiment d'un hiver à l'autre, d'une année à l'autre, il n'y ait plus rien d'un seul coup ? Plus rien, c'est-à-dire plus du tout de chenilles. N'hésitez pas à vous présenter aussi quand vous posez la question. Oui, bah, tout à fait, c'est envisageable. Après, c'est vrai que moi, là, dans la présentation, je vais vraiment focaliser sur la température. Il faut voir ça de manière beaucoup plus... un système beaucoup plus complexe. La présence, la biomasse de ces chenilles va dépendre non seulement de la température durant l'hiver, les conditions d'humidité, des choses comme ça, mais également de comment la prédation a agi l'année précédente. On peut imaginer aussi que la prédation agisse sur les stades adultes de ces papillons, donc l'année précédente. Et si pour X raison, il y a eu de la prédation de plus importante, un pathogène qui a drastiquement fait baisser le nombre d'individus dans les populations, l'année suivante, on peut imaginer qu'il y ait beaucoup moins d'un seul coup de chenilles. Ce n'est pas ce qui se voit dans les différentes séries temporelles de suivi, d'observation, de biomasse des chenilles. Mais encore une fois, voilà, on a quelque chose de global, et si on regarde à l'échelle locale, on peut trouver peut-être des populations qui s'effondrent à certaines localités très particulières, pour X raisons.
alors que tout autour, on a une matrice de population qui peuvent se comporter de la bonne manière, quoi, si je puis dire. Mais alors, de fait, pour être totalement honnête, il y a certains insectes, bon, c'est pas la conférence d'aujourd'hui, hein, les moustiques, mais on espère bien que quand il y a une bonne période de froid, il va y avoir une petite rupture dans la population quand même. Donc c'est une vraie question, cette possibilité d'avoir un refuge ou la rupture. Ouais. Le froid est en fait, ce qui se passe, c'est que le froid devient de moins en moins problématique pour ces insectes, de façon très générale, hein, très générique. Après, des spécialistes de moustiques, on en a là dans la salle. Hein, oui, c'est la prochaine. Mais effectivement, avec ce réchauffement aussi qui agit durant la partie hivernale, on a des expositions au froid qui sont moins fréquentes. Alors les vagues de froid, elles existent toujours, hein, elles peuvent être aussi intenses. Et par ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il peut y avoir un effet négatif sur nos insectes dû à l'absence de froid durant la partie hivernale, puisque certains insectes, pour leur hibernation, ce qu'on appelle la diapause, ont des besoins d'exposition à une certaine quantité de froid, si je puis dire. Et c'est quelque chose, un besoin qui n'est pas forcément réalisé maintenant pour certaines espèces, et ce qui commence à poser des difficultés à ces espèces pour se maintenir. Donc le réchauffement, c'est le double effet qui se coule sur l'impact du cycle de l'insecte, si on comprend bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Et là, je vais me tourner vers son confrère, Fernando Guerrieri, confrère, collègue aussi, hein, pour aborder justement cette notion de perception dans le monde des insectes. Qu'est-ce que l'on étudie ? Comment ? Oui, c'est pas facile, hein. Pourquoi ? Et où nous en sommes, en fait, des concepts avec la communication que va donner Fernando et qui s'intitule « Perception et adaptation » des insectes, donc toujours dans un monde en constante évolution. Fernando, je vous vous installer et pendant ce temps, je vais nous présenter ce collègue qui est maître de conférence à l'université de Tours. Fernando nous apporte un tout petit peu d'exotisme parce qu'il est italo-argentin, donc du coup, il a un bel accent parce qu'il est né et a grandi en Argentine, où il a étudié les sciences biologiques à l'université de Buenos Aires. Fernando Guerrieri réalise son doctorat à Toulouse entre 2001 et 2005, et en fait, il construit sa carrière de chercheur sur une mobilité européenne qui l'a emmené à travailler à Copenhague, au Danemark, mais aussi à Jena, en Allemagne, et encore ailleurs. Depuis son doctorat, Fernando travaille sur la perception, l'apprentissage, pour les étudiants qui sont là, les insectes aussi, et la mémoire chez les insectes. Il a travaillé avec des insectes dits sociaux, comme l'abeille, la fourmi, ce sera aussi un des objets de la prochaine conférence de ce cycle. Et qu'est-ce qu'il observe ? Il observe justement l'importance de cet apprentissage dans le rapport des individus à leur environnement, vous l'avez compris, qui est changeant et en constante évolution, et avec des approches comportementales qui sont aussi complétées par des approches neurobiologiques. Donc là, on va être dans un autre niveau de détail. Il y a 10 ans, en 2011, Fernando intègre l'IRBI à l'université de Tours, et donc vous l'avez compris, Sylvain et Fernando sont collègues dans le même laboratoire. Les travaux actuels de Fernando se focalisent sur les phénomènes cognitifs et la neurophysiologie chez les insectes, cette fois aquatiques, tels que les larves de moustiques. On va quand même parler un peu de moustiques alors, notamment pour évaluer les qualités des écosystèmes aquatiques, et vous nous direz quelle qualité. Fernando, on vous écoute et vous avez 30 minutes. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à toutes et à tous d'être venus. C'est pas comment baisser la lumière, comme ça. Bon, ça c'était trop. Ça peut-être c'est mieux. Donc on va changer l'échelle temporaire, l'échelle locale, parce que je travaille sur la perception, l'adaptation, donc au niveau de l'individu et au niveau de la durée de la vie d'un individu, ce que chaque insecte peut représenter en temps assez court. Et donc,
Et quand mon sujet d'étude, mon domaine d'étude, c'est la neuroéthologie, que c'est faire les liens entre les comportements et le système nerveux, et les sujets qui m'intéressent concernent la cognition, ça veut dire la perception, l'apprentissage et la mémoire. Donc le monde est en changement, constamment en changement. Donc lors de notre vie, tout ce qui nous entoure change. Et pour ça, nous devons adapter notre comportement à ces changements. Basiquement, notre comportement change. Tout changement qui se produit dans les comportements de n'importe quel animal à cause de l'expérience, c'est ce qu'on appelle un apprentissage. Et les phénomènes d'apprentissage ont été étudiés chez divers animaux, donc des vertébrés, des invertébrés. Donc on connaît les chiens de Pavlov, qui est un exemple célèbre, les rats, beaucoup d'études faites avec des rats, mais aussi les invertébrés ont été utilisés comme sujet d'étude, notamment certains insectes. Donc oui, les insectes sont capables d'apprendre. Donc les insectes vivent dans un monde complexe. Sylvain nous a présenté que comment même à une échelle très petite et locale très petite, il y a beaucoup de variations, de différences. Et pour ça, au cours de l'évolution, ils ont développé des capacités cognitives qui sont assez complexes. Entre elles, il y a une qui s'appelle la discrimination, c'est-à-dire la possibilité de faire la différence entre différents stimuli. Dans l'image, vous pouvez voir différents objets qui ont différentes couleurs, différentes formes. Donc on peut bien faire la différence entre eux. Mais on peut généraliser et dire que tout ça qu'on voit là-bas sont des tomates. On sait qu'ils sont différents, mais on les met dans la même catégorie. Donc on généralise, on les perçoit comme similaires. Cela, les insectes peuvent le faire. Et cela, c'est de grandes utilités et de grandes valeurs adaptatives pour leur vie. Aujourd'hui, je présenterai quelques exemples, simplement, des travaux dans lesquels j'ai intervenu dans le long de ma carrière, mais je présenterai toujours des travaux que nous faisons à l'IRBI. Donc, il y aura 3 parties dans ma présentation. Les premières concernent des insectes sociaux, des abeilles et des fourmis, mais la 3e partie, on parlera des moustiques. Donc, ce qu'on va voir, c'est des exemples qui nous montrent comment ces insectes perçoivent leur milieu et qu'est-ce que nous pouvons apprendre. Parce que les insectes et les humains, c'est le sujet de ce cycle. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur leur environnement, sur l'environnement en général, grâce à l'observation des insectes. Donc, quand on parle de la première partie, je vais parler des abeilles. Et qu'est-ce qu'elle fait pour une abeille que des différents stimuli soient perçus comme similaires ou comme dissimilaires. Donc, il faut savoir que quand on parle de perception, on peut d'abord grouper tout ce qui impacte notre organisme, notre système sensoriel, nos yeux, nos oreilles, nos nez, nos langues, la peau, dans notre cas. Mais bon, des insectes aussi ont l'olfaction, la vue et d'autres modalités sensorielles. Donc, et tout ça nous donne une idée de comment est composé le monde qui nous entoure. Chacun de nous a une interprétation de la réalité qui est bien différente. Donc, chaque individu fait cette interprétation et pour faire ça, on va percevoir, à grouper l'ensemble des stimuli qui nous entourent et on va les placer dans un espace à l'intérieur de notre esprit qui est un espace supposé, un espace putatif, c'est le mot qu'on utilise, et cet espace on appelle l'espace perceptif. Et imaginons qu'on a tous les stimuli qu'on peut avoir dans cet espace supposé et on va les placer plus proches les uns des autres quand on les perçoit comme similaires, plus loin les uns des autres quand on les perçoit comme différents. Un exemple, c'est quand l'exemple auditif, je les soumets, l'ordi a joué un mauvais coup, mais on peut l'illustrer par les claviers d'un piano. Sinon, un clavier d'un piano, c'est un espace linéaire. Chaque touche, si on va 2 touches qui sont l'une à côté de l'autre, donnent des notes avec des sons similaires et ces sons bien séparés, on donne des notes avec des sons bien différents. Donc pour nous, l'audition, si on les suppose dans l'espace, on peut l'illustrer comme une ligne, une droite dans laquelle on va placer les différents stimuli. Si on pense à la vision des couleurs, là, on a besoin d'au moins 2 dimensions pour les représenter. Comme vous voyez dans l'image, on a 3 récepteurs de couleurs dans nos yeux et en fonction des combinaisons de comment ces récepteurs sont stimulés, on peut voir les différentes couleurs. Similaire, c'est ce qui se passe chez les abeilles.
quelque chose de plus complexe à poser, à illustrer graphiquement, c'est l'espace olfactif. Comment se placent les odeurs? Comment on peut représenter graphiquement les odeurs dans l'espace? Dans les notes d'un piano ou dans les sons, c'est les fréquences de vibration. Dans les cas de la vision des couleurs, on peut dire que ce sont les différents types de lumière, mais quelles caractéristiques peuvent définir les dimensions dans un espace olfactif? Pour cela, on s'est penché vers les abeilles. On sait que les abeilles sont des animaux qui butinent dans les fleurs, se mangent du nectar. Elles reconnaissent bien quelles sont les odeurs de la fleur, la forme, la couleur, reconnaissent bien une fleur. Et donc, une fois que l'abeille identifie une fleur comme une bonne source de nourriture, l'abeille va continuer à butiner dans la même fleur. Or, tout le long de la saison, il n'y a pas la même fleur disponible. Donc, une fois que la fleur qu'elle connaît n'est plus disponible, elle va chercher une fleur qui est similaire. Si la fleur était perçue comme similaire, l'abeille peut supposer que dans cette fleur, il y aura aussi des nectars de la bonne qualité. Donc, pour ça, distinguer entre les fleurs et généraliser est très important pour l'abeille, très adaptatif, et il a développé ces caractéristiques. Donc, en laboratoire, on peut étudier comment les abeilles apprennent et associent les odeurs à les fleurs. Parce qu'on a une abeille, on va voir une vidéo qui vous montre une abeille fixe dans laquelle on présente d'abord une odeur et après, pas du nectar, mais de la solution sucrée. Le nectar de fleurs, c'est basiquement de l'eau avec du sucre. Donc, on présente d'abord à l'abeille une odeur dans le bec qui apparaît à la gauche. Là, il y a l'odeur. Ensuite, on donne de la solution sucrée et elle étire les proboscis pour l'absorber. Si l'abeille a appris que l'odeur vient d'abord et la solution sucrée vient après, elle va anticiper l'avènement de la solution sucrée. Une fois qu'on met l'odeur, elle étire directement son proboscis. Le proboscis, c'est la trompe qui permet à l'abeille d'absorber les solutions sucrées. Donc, il y a une association qui s'est formée entre un stimulus qu'on appelle conditionné, l'odeur, et un stimulus inconditionné, que c'est l'eau sucrée. Donc, ces procédures expérimentales nous permettent s'utilisent depuis presque 60 ans et a permis d'étudier beaucoup de phénomènes liés à l'apprentissage chez les abeilles. Et donc, nous voulions étudier quelles odeurs sont perçues comme similaires ou non similaires par l'abeille. Donc, pour cela, on utilise une manière de présenter les stimuli, ce qu'on appelle un paradigme d'apprentissage, qui s'appelle la généralisation. Comment on fait ça? D'abord, on entraîne l'abeille, comme je vous ai montré, avec la présentation d'une odeur, illustrée ici comme A, et la solution sucrée. Et après, on présente dans une deuxième partie une autre odeur différente. Mais si l'abeille perçoit que l'odeur B est similaire à A, la réponse qu'elle va donner va être similaire. Donc ça, c'est que l'abeille fait une généralisation. Si l'odeur B, l'abeille le perçoit comme non similaire, elle ne répond pas. De cette manière, on a pu utiliser plusieurs odeurs, donc 16 en l'occurrence, et on a testé la réponse. Donc chaque odeur A sont des groupes d'abeilles différents dans lesquels on a présenté l'odeur et le sucre. Et donc les abeilles, donc là vous avez illustré les niveaux de réponse dans chaque cas, donc 4 odeurs pour chaque diagramme. Et vous voyez comment la réponse augmente au cours de ces. Donc ça veut dire que l'abeille a été capable d'apprendre à associer ces odeurs au sucre dans tous les cas. Après, on a présenté aux abeilles entraînées chacune des odeurs, de toutes les 16 odeurs que nous avions étudiées. Et on voit dans lesquels cas elle répond ou elle ne répond pas. Donc, comme ça, on peut évaluer si les odeurs sont similaires ou ne sont pas similaires. Remarquez que pas tous les odeurs sont appris avec la même facilité. Les cas des cétones, les abeilles l'apprennent avec plus, certains cétones sont apprises avec plus de mal. C'est parce que ce sont des odeurs qui indiquent l'absence. Dans la nature, l'abeille marque avec certaines substances les fleurs vides pour indiquer aux copines qu'il ne faut pas butiner là, la fleur est vide. Donc, de manière innée, ces odeurs indiquent l'absence de nourriture. Mais ce comportement inné peut être modifié grâce à l'apprentissage des animaux. Donc, on a fait, comme je vous ai dit, conditionné à ces odeurs, testé au même ces odeurs. On a donné tous ces tableaux. Le rouge représente que les animaux répondent beaucoup.
Les couleurs plus pâles, plus froides représentent quand les animaux ne répondaient pas dans les tests. Donc ça, on peut savoir quelles odeurs sont similaires ou dissimilaires pour les animaux. Analysant toute cette situation, on a finalement reconstruit donc, un espace perceptif de l'abeille en plaçant les odeurs plus proches ou plus loin les unes des autres en fonction de leur similarité. On peut remarquer dans cette figure et remarquer que pour représenter ça, il nous faut au moins 3 dimensions et pas 2. Ces dimensions sont définies par les caractéristiques chimiques des molécules présentées. Dans ces cas-là, chaque odeur était une substance pure. Donc on connaît la molécule, on étudie la chimie, et on sait que c'est les caractéristiques de la molécule qui fait que les odeurs soient similaires ou dissimilaires. Remarquez aussi que dans ces diagrammes, les cétones, que je vous ai montré, s'apprennent différemment des autres, apparaissent bien séparés de tous les groupes. Ça veut dire que ces odeurs qui ont une signification innée pour l'animal, dans l'espace perceptif, apparaissent comme bien différents. Donc de cette manière, on s'est fait une idée de ce qu'il y a dans la tête d'une abeille, comment la réalité est représentée dans son cerveau, dans son système sensoriel, et cela nous donne la possibilité de faire d'autres études encore pour savoir des choses un peu plus complexes. Par exemple, comme je suis d'Argentine, comme a dit Isabelle, on a fait une collaboration à l'IRBI avec un laboratoire de Patagonie, dans cet endroit que vous voyez dans la photo, un endroit super beau. Il y a plein de fleurs, parce que là, les gens aussi produisent du miel, du pollen, et aussi des arbres fruitiers. Donc, il y a beaucoup d'intérêt à savoir connaître la pollinisation par les abeilles. Et donc, on s'est intéressé à savoir comment les pollens des différents types de fleurs sont perçus comme similaires ou dissimilaires. Le pollen n'est pas une substance pure. L'odeur de pollen, c'est un mélange complexe de beaucoup d'odeurs. Mais qu'est-ce qu'elle fait pour l'abeille, qui connaît le terrain, connaît quelles sont les fleurs disponibles, faire que les pollens sont indicateurs des fleurs de bonne qualité ou mauvaise qualité, ou les pollens de bonne qualité ou bonne qualité, qu'est-ce qu'elle préfère? Et en fait, elle préfère, je ne vous donne pas les détails, mais simplement, on a observé, c'est une publication très récente que nous avons fait, que les abeilles vont généraliser les pollens, donc les percevoir comme similaires, quand ils sont présents dans la même saison, dans la même période de la saison. Donc, ça rajoute une complexité plus à ces capacités cognitives, que c'est l'échelle temporaire. Donc, donc, on a étudié que les abeilles savent distinguer qu'est-ce que c'est similaire ou pas similaire en fonction de l'olfaction par rapport aux caractéristiques moléculaires de différentes substances, mais aussi il y a une dimension temporelle qu'il faut tenir en compte. Donc, remarquez donc, la capacité complexe d'apprentissage qu'ont ces insectes. Donc, dans un autre contexte, je vais vous, mais ces phénomènes de généralisation et discrimination s'utilisent dans plusieurs contextes. Un autre exemple, c'est les reconnaissances entre congénères chez les fourmis. Donc, ce n'est pas un contexte de butinage, mais c'est un contexte de reconnaissance. Les fourmis sont des animaux qui vivent dans l'obscurité, donc les nids sont sur la terre, et il n'y a pas de lumière. Donc, la manière de se reconnaître, c'est par l'odeur, ou une manière de se reconnaître, c'est par l'odeur. Donc, il y a des milliers d'individus, et donc, qui sont dans la même colonie, mais ils savent qui est de la même colonie ou qui est étranger. Comment ils le savent? Parce que sur leur corps, il y a beaucoup de substances qui sont des cires, hydrocarbures cuticulaires, et ces substances, ces mélanges de substances donnent une odeur coloniale. La combinaison de ces odeurs permettent aux fourmis de se reconnaître. Les fourmis de la même espèce ont toutes les mêmes substances, mais distribuées ou mélangées dans des concentrations différentes. Donc, pour cela, il est important de discriminer qui est propre, qui n'est pas propre, mais aussi savoir qu'entre un individu et l'autre, il y a des petites variations. Donc, il ne faut pas être trop discriminatoire parce qu'on termine par virer ce qui sont les propres. Donc, généraliser et discriminer est super important pour garantir la cohésion sociale. Donc, comment on peut étudier ça en laboratoire? D'abord, on observe qu'est-ce qui se passe dans la nature. Donc, les fourmis, dans ces cas-là, c'est une fourmi charpentière, et elles mangent du nectar. Ce n'est pas du nectar des fleurs, c'est du nectar des différentes structures qui sont dans la plante, qu'on appelle les nectaires. Et donc, quand la fourmi arrive, où se trouve le nectar, elle va toucher
le nectar avec ses antennes, elle perçoit l'odeur de la plante, elle perçoit l'odeur du nectar, et elle tire la petite trompe qu'elle a, ce n'est pas comme la trompe longue de l'abeille, mais qui s'appelle l'appareil maxillolabial. Et donc, elle donne une réponse similaire à ce qu'ils font les abeilles, sauf que d'une manière plus modeste. En laboratoire, donc, on peut conditionner ces réponses de manière analogue à ce qu'on a fait avec les abeilles. Comme on voulait étudier les substances solides qui se trouvent, ou liquides qui se trouvent sur la cuticule et pas les substances volatiles, parce qu'on voulait s'intéresser aux hydrocarbures cuticulaires dont je vous ai parlé, on a enrobé un petit capillaire avec des hydrocarbures et on a présenté l'hydrocarbure d'un côté et de la solution sucrée avec l'autre toute petite capillaire en verre, parce que la fourmi est plus petite que l'abeille, donc on utilise des instruments bien plus petits. Et si l'abeille a appris, on peut voir l'extension maxillolabiale à la seule présentation de l'hydrocarbure. Donc la même association que je vous ai présentée avant chez les abeilles a été formulée. Et donc à l'IRBI, donc, on a fait un travail là-dessus il y a quelques années, dans lequel, comme je vous ai dit, la même espèce, fourmis de même espèce, présente les mêmes substances, mais en des concentrations différentes. Et on voulait savoir si elles étaient capables de discriminer entre les présentations. Donc, on a présenté souvent la même substance à deux concentrations, à une concentration associée à la solution sucrée, à une autre concentration sans la solution sucrée, et on peut voir que les réponses sont différentes en fonction des concentrations. Donc les fourmis sont capables de discriminer pas seulement le type de substance, mais aussi à quelle concentration elles se trouvent. Et pour la fourmi, ça représente une différence significative. Donc une autre chose qu'on peut voir aussi chez les fourmis, dans cette complexité, c'est qu'elles sont donc agressives quand elles se trouvent avec des fourmis non congénères. Donc, par exemple, si on met l'odeur d'une fourmi comme ça retenue et on présente l'odeur, l'extrait cuticulaire, donc tous les hydrocarbures cuticulaires d'une fourmi non congénère, on voit qu'elle va ouvrir les mandibules, comme on voit la photo, que c'est une menace, un signal d'agression vers l'individu non congénère. Dans ces cas-là, c'est simplement les odeurs d'un individu non congénère. Et si c'est l'odeur d'un individu congénère, les mandibules restent fermées et la fourmi reste au calme. Donc, ces réponses s'appellent réponses d'ouverture mandibulaire. Et on voulait savoir si ces réponses innées pouvaient être modifiées. Donc, et aussi, on pouvait voir si ces fourmis étaient capables d'associer ces odeurs, qui correspondent à l'odeur d'un autre individu, à une source de nourriture, par exemple, parce que ça pourrait être la trace d'un site de nourriture laissé par un autre individu. Donc, pour cela, on a présenté à la fourmi une petite platine porte-objet avec enrobée ou couverte d'un extrait cuticulaire de fourmis d'un autre nid, sur laquelle on avait mis une petite goutte de solution sucrée. Et ce qu'on voit, c'est que la fourmi cherche où se trouve la nourriture, mais à partir de la deuxième fois, on l'a fait à plusieurs reprises, et à partir de la deuxième fois, on voit que le temps de recherche est plus court. Ça veut dire qu'elle perçoit l'odeur, elle va directement. Si on présente dans son test deux odeurs différentes, donc deux extraits cuticulaires différents, on peut voir que la fourmi va de préférence à l'odeur qu'elle a associée préalablement à la présence de nourriture. Donc les fourmis apprennent à associer les hydrocarbures à la présence de nourriture. Et donc on voulait savoir qu'est-ce qui se passe si une fourmi d'abord, on les présente l'odeur d'un individu non congénère associé à la nourriture. Donc d'abord, elle est capable d'apprendre, comme vous avez vu, mais qu'est-ce qui se passe si la fourmi, on le présente après que la fourmi a associé l'extrait cuticulaire d'un individu non congénère à la solution sucrée, qu'est-ce qui se passe s'il se trouve avec une fourmi qui porte ces odeurs? Est-ce que dans deux contextes différents, donc la fourmi va interpréter que cet individu lui porte de la nourriture, ou est-ce qu'elle va interpréter finalement que ce sont deux moments, deux contextes différents, et que dans ces cas-là, il faut se comporter de manière agressive. Et en effet, la fourmi ne se trompe pas. Une chose, le même stimulus dans une situation représente la nourriture et dans une autre situation représente
la présence d'un ennemi. Donc remarquez comment la réponse comportementale est plastique et aussi le même signal a des significations différentes en fonction du contexte dans lequel il est présenté. Donc ça montre la complexité et les capacités cognitives qu'ont les insectes et l'attention que nous devons leur prêter. Donc la troisième partie que je vous ai parlé, c'est les dernières années, je me suis intéressé aux moustiques, en particulier aux larves des moustiques. Les moustiques, notamment les moustiques Aedes aegypti, est un animal très important. On parle beaucoup d'eux parce qu'ils sont vecteurs de maladies, les adultes. Les larves vivent dans l'eau. Ce sont des petits animaux aquatiques. Ils se développent dans des petits espaces d'eau. Donc, vivent au bout de 10 jours. Ils complètent leur développement. Donc, l'échelle temporaire elle est toute petite. Et donc, on voulait explorer les capacités cognitives des animaux qui vivent dans ces milieux très particuliers, comme c'est les milieux aquatiques. Donc, les larves de moustiques, on observe qu'il y a un comportement stéréotypé qui consiste à fuir face à un stimulus qu'ils considèrent dangereux. Par exemple, une ombre, donc un objet qui bouge au-dessus de la surface de l'eau, l'animal va montrer ces comportements stéréotypés dits de fuite. Donc, on voulait voir si ces comportements étaient capables d'être modifiés à cause de l'expérience, donc susceptibles de montrer de l'apprentissage. Et donc, pour cela, donc, on s'est posé la question qu'est-ce qui se passe si on, de manière répétée, nous présentons la stimulation visuelle. Comme c'est un stimulus visuel qui n'est pas dangereux, qui est complètement inoffensif, et que la fourmi apprend au bout de plusieurs répétitions qu'il ne faut pas s'échapper. Quel est le problème de s'échapper? C'est qu'elle va dépenser beaucoup d'énergie, elle arrête de manger, et quand elle plonge, elle arrête de respirer. Les fourmis respirent, les larves de moustiques, respirent, comme vous le voyez dans la photo, elles respirent par un petit tube qu'on a à la partie postérieure du corps qui s'appelle le siphon. Elles ne respirent pas sous l'eau, elles respirent de l'air. Donc, plonger implique faire de l'apnée, donc tenir la respiration. Donc, pourquoi peut-être l'animal apprend qu'il n'est pas la peine de se fatiguer à la présence d'un stimulus qui n'est pas dangereux. Et ce type d'apprentissage, donc faire qu'un stimulus perd sa signification, s'appelle habituation. A été étudié chez plusieurs animaux. Donc, pour cela, on a créé un dispositif expérimental automatique. On a la larve dans un petit conteneur et ce dispositif présente l'ombre de manière répétée, 15 fois en l'occurrence. Et ce que vous pouvez voir dans le diagramme, c'est que les lignes représentent le niveau de réponse. Donc d'abord, toutes les larves répondent, à la fin, il y a peu de larves qui répondent. Donc effectivement, les larves arrêtent de répondre à un stimulus qui est inoffensif, c'est-à-dire on confirme l'apprentissage, c'est dans ces cas-là l'habituation. Et je ne donne pas les détails, mais récemment, donc la dernière publication, pour ça je les présente, et on a vu que l'habituation aussi dépend du contexte. C'est-à-dire que si l'animal, on le répète, l'animal avec le fond noir dans la petite conteneur, et l'animal arrête de répondre, et si on change le fond et on met un fond blanc, l'animal répond à nouveau. Donc l'apprentissage là représente cette complexité, et comme le cas des fourmis, le contexte fait est important pour dire que le signal a une certaine signification. Et l'autre chose qu'ils peuvent nous donner comme information, et c'est la dernière chose que je présente, les larves de moustiques, on s'intéresse à savoir si, par exemple, avec ce type de procédure, on peut savoir si des substances polluantes dans l'eau pourraient affecter leur apprentissage. L'arbre de moustiques, c'est un animal très petit qui vit très peu de temps, et donc il est bien sensible, bien plus que nous, c'est une courte échelle temporaire, a des effets des substances potentiellement toxiques. Par exemple, le glyphosate, c'est un herbicide. Un herbicide, donc, n'est pas censé affecter les animaux, seulement les plantes. On l'utilise beaucoup dans le monde. On sait que chez plusieurs animaux, il a des effets. On sait qu'il est neurotoxique. On sait que, pire pour l'arbre de moustiques, il leur confère une résistance à des insecticides. Donc pire pour nous. Et donc, il n'est pas létal pour les animaux à des fortes doses, donc la dose d'application. Donc, on voulait voir si, chez l'arbre de moustique, on pouvait observer des effets dus à la présence du glyphosate. Et en effet, on a confirmé qu'à une dose très faible, donc la dose qu'on trouve dans l'environnement
Après 2 mois d'application, c'est 210 microgrammes. Et donc, il y a 100 microgrammes, qui est moins de la moitié. On peut voir comment les larves, ça c'est la réponse qui diminue dans les cas où il y a absence de glyphosate, la ligne rouge que vous voyez ici. Donc la réponse diminue. Donc s'il n'y a pas de glyphosate, l'animal apprend, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais si on a une faible dose de glyphosate, l'animal continue à répondre. C'est-à-dire que le glyphosate a un effet neurotoxique sur les larves de moustiques, donc un effet neurotoxique à long terme, peut-être chez des animaux plus grands comme nous, on pourrait les observer. Donc, en conclusion, je voulais vous montrer quelques exemples des capacités cognitives des insectes qui sont très complexes et comment, en observant leur comportement, on peut faire des observations, des conclusions ou des hypothèses sur l'état de santé des écosystèmes et de quelle manière on pourrait agir pour garantir la conservation de l'écosystème. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Fernando. On va essayer de remettre la lumière pour les questions. Alors moi, j'en ai plein, parce qu'en plus, j'ai bossé sur le glyphosate, alors j'ai plein de choses à demander, mais c'est quand même la salle à poser ces questions. Je vous en prie, on vous écoute. On ne peut pas rallumer là-bas non plus? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Peut-être pensez à vous présenter quand vous posez votre question. On aime bien quand les étudiants aussi posent des questions. Bonjour, je m'appelle Fulgence et j'aurais voulu savoir c'est quoi l'histoire du chien de Pavlov. L'histoire du chien de Pavlov, c'est simplement qu'on présente, comme je l'ai expliqué comme ça. De la même manière qu'aux abeilles, si on présente, que vous connaissez maintenant les abeilles, donc si on présente une abeille, une odeur d'abord et ensuite de la nourriture, à la présentation de l'odeur, l'abeille se prépare pour recevoir la nourriture. De la même manière, si un chien, on fait sonner une petite cloche et on donne de la nourriture, les chiens commencent à saliver. Donc, le chien commence à saliver parce qu'on a présenté la nourriture. Si on sonne la cloche d'abord et on présente la nourriture, d'abord le chien ne fait rien quand il entend la cloche, parce que la cloche ne représente en principe rien pour lui. La nourriture présente quelque chose de stimulant. Mais si on le fait à plusieurs reprises, le chien va savoir qu'après la cloche, il y aura la nourriture. Donc la réponse pour se préparer à manger la donnera la cloche. Donc un stimulus qui est complètement neutre. Un principe pour un animal naïf et qui est complètement significatif pour un animal entraîné. Merci. Il y a une autre question. Merci. Quand on vous écoute attentivement, on vous remercie pour ces deux interventions, on comprend que les insectes sont intelligents. Mais comment qualifiez-vous leur intelligence par rapport à nos critères? Et est-ce qu'il y a un mode de communication possible avec eux? Disons, vous me direz nos critères d'intelligence pour les humains, parce que ce n'est pas très clair non plus. Disons, le terme intelligence, intelligence, il y en a de plusieurs types, il y en a partout. Tous les animaux sont intelligents dans le sens qu'ils sont capables de comprendre comment le monde qui les entoure. Mais est-ce que l'intelligence a les problèmes? Donc, la manière de percevoir, donc ce que j'ai dit, l'espace de perception, comment on place les stimuli, qu'est-ce qui fait que tout ce qu'on perçoit soit similaire ou dissimilaire? En plus, qu'est-ce qu'on perçoit? Parce que les abeilles, par exemple, perçoivent la lumière ultraviolette et nous, non. Nous percevons le rouge et les abeilles, non. Donc, la manière de comprendre le monde est bien différente. Après, les termes intelligence, oui, ça, si on peut il faut les définir. Il n'y a pas une seule définition, mais définissons-les comme la capacité de comprendre le monde qui nous entoure. Il est bien différent d'un individu à l'autre, même de la même espèce. Entre des individus des espèces différentes, il va être bien différent. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas les mesurer de manière quantitative. Donc, quand on travaille dans la partie cognition, on parle de capacités cognitives. Pour ça, je me suis bien pris soin de ne pas mettre le terme intelligence, parce que ce qu'on mesure, c'est la capacité cognitive d'un individu. Donc, si on voit les tests que se font, je pense que ça ne se fait plus, les tests de quotient intellectuel qu'il y avait il y a quelques années,
Et ça ne nous donne pas du tout une réponse sur l'intelligence d'une personne. Par contre, ça nous donne une information sur la capacité de la personne à résoudre le test. Et c'est ça qu'on mesure. Donc, dans ces termes-là, l'intelligence, on ne peut pas la comparer de manière directe. Mais merci beaucoup. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'en fait, le terme intelligence, avec intelligence artificielle, on la voit partout en ce moment, alors que vous vous refusez à donner véritablement certaines définitions de l'intelligence. Alors c'est drôle parce que beaucoup se l'approprient dans tout un tas de domaines, mais c'est intéressant. Alors j'essaie de respecter l'ordre des questions parce que du coup, là, ça fuse un peu. Bonjour, je m'appelle Loire, je suis étudiante en biologie à Tours. Je voudrais savoir, vous expliquez notamment pour les larves de moustiques que le cycle de développement est très court, 10 jours. Du coup, quand vous réalisez les expériences, notamment par rapport à l'habituation, comment ça se passe? Est-ce que pendant toute la journée, il faut être là à répéter? Ou est-ce que, peu importe l'individu... Ouais, okay. Oui, et la durée de l'expérience qu'on a fait, disons, il ne sait pas ce qu'il faut mesurer, l'âge. L'âge, c'est un jour qu'il faut la mesurer. Donc, les larves au stade, on l'utilise, ça dure 4 jours. Bien sûr, il faut utiliser les larves, il faut observer que les larves n'est pas de 2 jours, par exemple. Et on garde la larve 24 heures pour être sûr que le jour suivant, elle ne va pas muer. Les larves, quand grandissent, les insectes muent, changent leur squelette extérieur. Et donc, on considère que si 24 heures après, la larve reste avec la même tête de larve, donc le même stade, c'est qu'on était dans les bons temps. Parce que des fois, on se rend compte que l'après-midi, l'individu devient une nymphe. Et donc, c'était parce qu'elle était déjà la nymphe, sauf qu'elle n'avait pas changé le squelette. Effectivement, on contrôle beaucoup ça. La durée de l'expérience, c'est 2 heures l'expérience, donc on acclimate l'animal, etc. Et effectivement, il faut rester à côté et observer qu'est-ce qui se passe et noter la réponse à chaque cas. Alors, bonjour, moi ma question concerne aussi l'âge. C'est-à-dire, je voulais savoir si vous aviez constaté qu'il y avait des différences dans les capacités d'apprentissage suivant les âges des individus. On ne l'a pas constaté, on n'a pas comparé vraiment. Ça ne m'étonnerait pas que ces différences existent. Et c'est pour cela qu'on utilise tous les individus de plus ou moins le même âge. Où on considère que dans la fenêtre, l'intervalle d'âge que nous sommes, les individus réagissent de manière similaire. Donc, et on essaie de balancer donc, la quantité d'individus qu'on prélève, etc., pour que l'effet âge soit qu'affecte le moins possible. Mais comparer entre différents âges spécifiquement, c'est quelque chose de très intéressant à faire. Peut-être juste une petite chose pour préciser, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas la durée de vie moyenne d'une larve, d'une fourmi ou d'une abeille. Peut-être juste que ça peut pas contribuer à une partie de la réponse. Une larve de moustique, a priori, ça ne dure pas très longtemps, c'est ça? Les moustiques de l'œuf, les moustiques Aedes aegypti que nous avons en laboratoire, on les élève à 25 degrés parce que la température influe beaucoup sur la durée de vie. Donc, si on les met à 25 degrés, on met 10 jours plus ou moins de l'œuf à l'adulte. D'accord. Et pour la fourmi, ça vit combien de temps, et une abeille? Les fourmis, ça dépend. Les fourmis sont plusieurs animaux de différentes espèces, mais on va dire les fourmis que nous avons utilisées le plus. La fourmi adulte, elle peut vivre des mois, quelques mois. Et les abeilles, comme adultes, parce que l'abeille est larve d'abord, et quand elle émerge, vit au cours d'un mois et demi. Donc, et les abeilles qu'on utilise, les abeilles butineuses, ont déjà 3 semaines, en moyenne, 3 semaines d'âge. Heureusement qu'il n'y a pas eu un quiz. Heureusement qu'il n'y a pas eu un quiz, parce que je pense qu'on n'aurait pas été tous très très bons. Il y a une autre question ici, Fernando. Bonjour Maxime. Vous avez fait du conditionnement sur les larves de moustiques. Est-ce qu'on sait si le conditionnement se maintient au stade adulte? Est-ce que les connaissances, le conditionnement qui a été fait a été... Oui, bon, d'abord, il n'y a pas de conditionnement. Il n'y a pas de conditionnement, c'est habituation. C'est un autre type d'apprentissage. Et non, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec l'individu à l'âge adulte. On ne l'a pas mesuré. Il y a des expériences préalables des larves conditionnées. C'est une bonne question et c'est bien ce que tu me dis parce que il y a des expériences préalables où on avait mis des substances odorantes dans l'eau
Et on sait que les femelles qui pondent les œufs cherchent des environnements qui portent les mêmes odeurs. Donc, dans le cas de là, qui est un peu de conditionnement, une association au moins d'odeurs à habitat site de ponte, chez l'adulte, ça a été informé que ça existe, que ça perdure. Bonsoir Fernando, c'est Johan de Crane. Juste une petite question. Les apprentissages des odeurs, est-ce qu'on peut associer ça à des circuits neuronaux? Je sais que, par exemple, le laboratoire de Gero Meisenbock, il a beaucoup étudié quels sont les neurones qui s'allument. Et je voulais savoir, est-ce que l'apprentissage des cétones, qui est très différent, c'est différents circuits neurologiques? Donc, je vais te montrer une illustration pour ça. Hop. Donc, effectivement, là, c'est... Que passe? Il faut couper la lumière, Fernando. Enfin, pas totalement, mais un peu. Voilà, parfait. Voilà, bon. Donc, là, on présente la représentation des odeurs dans une structure du cerveau des abeilles, qui s'appelle le lobe antennaire. Donc, l'antenne est connectée, tous les odeurs les perçoivent par l'antenne. Les nerfs qui viennent de l'antenne se connectent avec une structure qui s'appelle le lobe antennaire. Et dans le lobe antennaire, il y a différentes sous-unités qui s'appellent les glomérules. Tout ça est très similaire à ce que nous avons derrière le nez. Et sachez que les insectes, les vertébrés, ont des systèmes qui sont comparables. Et donc, effectivement, ce qu'on voit ici en couleur rouge et jaune, c'est les parties de lobe antennaire qui sont activées selon les molécules qui sont les mêmes que je vous ai présentées. Et on peut voir que chaque molécule a une représentation différente. Et on sait que si les molécules la structure de la molécule est similaire, la représentation aussi est similaire. Donc, il y a une corrélation entre la forme de la molécule, la représentation dans le cerveau et les comportements de l'animal. Donc, c'est un codage, on dit que ça, c'est un codage de l'information. Par contre, les cas des odeurs phéromonaux, comme les cétones que je vous ai présenté, les deutérophanones que je vous ai présenté, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier dans la représentation au niveau du lobe antennaire. Donc, effectivement, le circuit neuronal qui indique le comportement inné à suivre se trouve ailleurs, au niveau d'intégration supérieure. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Il est 20h. Je vous invite le mercredi 1er décembre à continuer à évoquer les fourmis, amis ou ennemis. Merci beaucoup à nos présentateurs qu'on peut réapplaudir encore. Et bonne soirée à tous. Au revoir.